Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, je vais être très brève. Je voudrais simplement d'abord vous remercier d'être là. Et symboliquement, on était attaché à ce que ça se passe à l'IAE. Vous savez combien la mairie de Bordeaux est attachée au capital humain. Très rapidement, Charles-Édouard Boué est un homme de 45 ans, tout jeune, qui est PDG d'un groupe qui est allemand, et je pense que c'est une force que nous avons aujourd'hui d'accueillir un Français qui dirige un groupe allemand. Ce n'est pas si fréquent. Charles-Édouard a d'abord été dans une jolie classe préparatoire à Ginette, a intégré Central Paris et également diplômé d'un MBA d'Harvard. Charles-Édouard a passé sa carrière professionnelle, mais il le dira mieux que moi, a débuté dans différentes entreprises, et puis assez rapidement tu as évolué vers le conseil, à la fois chez Booz Allen, à Tekernay, et depuis 2001 chez Roland Berger, en prenant la tête mondiale il y a moins d'un an, si je ne m'abuse, voilà, 9 mois. Charles-Édouard est aussi un spécialiste de l'Asie. C'est un des sujets, je pense, que tu vas évoquer ce matin avec nous. C'est là encore une valeur ajoutée pour notre écosystème de recevoir une personnalité comme Charles-Édouard aujourd'hui qui va pouvoir nous ouvrir un peu nos horizons et que nous discutions de l'Asie, mais aujourd'hui tu règnes au-delà de l'Asie sur l'ensemble des pays où Roland Berger est présent. Et donc je te laisse tout de suite la parole en te remerciant encore très chaleureusement dans un agenda extrêmement contraint d'être venu jusqu'à Bordeaux, ville que tu découvres, m'as-tu dit. Et ça fait aussi partie de l'enjeu de ces conférences, c'est d'amener à Bordeaux des personnalités hors du commun, mais pour leur faire découvrir à la fois la beauté de notre ville, mais surtout sa richesse et notamment sa dynamique entrepreneuriale et le capital humain que vous êtes tous ici, dont vous êtes tous ici des représentants. Merci beaucoup et bonne conférence. Quand Alain Juppé et Virginie Calmels m'ont proposé de venir, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais vous présenter. Et donc le titre aujourd'hui, c'est « Entreprendre et se développer dans le monde de demain ». J'ai construit ce document pour les chefs d'entreprise, comme moi, comme vous, pour les étudiants et pour les citoyens, et aussi un peu pour les hommes politiques, nos hommes politiques, pour leurs projets pour la France. Effectivement, je dirige une entreprise mondiale, d'origine allemande, du conseil de direction générale, on va dire. On est dans le top 4 mondial et tous mes concurrents sont américains devant et derrière moi. Donc je suis un acteur européen face à des grands acteurs américains. J'ai vécu et travaillé dans 5 pays, la France bien entendu, l'Angleterre, les États-Unis, la Chine et l'Allemagne. J'essaierai de partager avec vous ma vision d'un citoyen du monde, mais avec un prisme français. J'ai eu la chance de conduire des missions de conseil dans plus de 25 pays, voyager dans plus de 60. Ça fait rêver, mais je ne suis jamais allé à Bordeaux, donc quelque part, j'ai encore un peu de travail à faire pour mieux connaître mon beau pays. Ce que je voudrais couvrir avec vous aujourd'hui, c'est tout d'abord, on va commencer par le monde dans lequel nous vivons et le monde de demain. C'est une grande question que tout le monde se pose, c'est la une des journaux. Donc ça va être mon premier propos. Mon deuxième propos va être, une fois qu'on sait dans quel monde on est, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on a 15-20 ans? Qu'est-ce qu'on fait quand on a 25-35, 40 et plus et qu'on dirige une entreprise? Et puis ensuite, je vais vous parler un peu de la Chine, brièvement, mais vous donner un panorama un petit peu de ce qui s'y passe et pourquoi. Et puis enfin, on reviendra sur l'Europe et bien sûr la France. Alors, première chose, dans quel monde vivons-nous? Alors, mes planches sont en anglais, je parlais tout en français. Premier propos. En 1995, the US Army War College, qui est un collège qui forme les généraux américains, a développé un nouveau cours sur les nouvelles guerres. Donc nous sommes en 1995. Pour ceux qui s'en rappellent, en 1995, nous avons tous des très gros téléphones. On se connecte par des fournisseurs d'accès Internet qui nous mettent dans des systèmes, America Online et autres. Le prix du baril est à 15 $. On voit le prix du baril à 20-25 à l'époque. Et le monde nous paraît extrêmement prévisible. Et Michael Porter règne en maître du monde sur la théorie de l'avantage compétitif. En 1995, les généraux américains font face à un cours qui leur annonce que le monde est VUCA, que les guerres deviendront volatiles. Donc il y aura une très forte volatilité
donc pendant les guerres, que le monde sera incertain. Alors, pareil, tout ça, en 1995, pour ceux qui étaient ou chefs d'entreprise ou étudiants, ça paraît de la science-fiction. Donc on va revenir sur le sujet des militaires. Les militaires ont une chance, c'est qu'ils voient le futur bien mieux que nous. Ils leur ont expliqué que les guerres seront complexes, non pas compliquées. Alors pour les ingénieurs dans cette pièce, ou ceux qui ont fait des études de mathématiques ou de physique, quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de simple. Une voiture, c'est compliqué, mais on peut la démonter et la remonter, elle marche après. Quelque chose de complexe, vous le démontez, vous le remontez, c'est quelque chose d'autre. Nous vivons dans un monde complexe. Alors, certains théoriciens vous disent, dans un monde complexe, il faut faire les choses simplement. Je vous dirais, dans un monde complexe, n'essayez pas de faire des choses simplement. Faites des choses simples, anticipez, mais surtout, n'essayez pas de faire des choses simplement parce que vous allez essayer de gérer un monde complexe avec des mécanismes d'un monde compliqué. Et le dernier, qui n'est pas le moins important, l'ambiguïté. Qui sont mes clients? Qui sont mes ennemis? Qui sont mes compétiteurs? Qui sont mes fournisseurs? On voit que dans le monde d'aujourd'hui, avec l'arrivée, j'en parlerai après, des nouveaux acteurs, ceux qui étaient vos amis deviennent vos concurrents directs. Ceux qui étaient vos concurrents directs deviennent vos amis. Et donc, il y a toute une réflexion sur comment je gère cette ambiguïté. On la voit dans la société, on la voit dans tout un certain nombre de domaines. Et donc, 1995, les militaires américains déclarent que le monde sera VUCA. 2008, j'en parlerai après, le monde est devenu VUCA. Maintenant, on le sait tous que le monde est VICA en français, volatile, incertain, complexe et ambigu. Et donc, les entreprises ont réalisé que le monde était VUCA, mais elles l'ont réalisé plus de 20 ans, 15 à 20 ans après les militaires américains. Donc, juste premier propos, il y a des gens dans ce monde qui voient les choses qui se passent 20 ans à l'avance, et on ferait bien de les écouter parce que c'est comme ça qu'on anticipe. Deuxième propos, vous sommes dans une révolution exponentielle. Ce petit appareil qui est là a deux caractéristiques extrêmement fascinantes. La première, c'est est-ce que vous savez la puissance de calcul de cet appareil par rapport à la puissance de calcul de toute l'armée américaine, Pentagone et de l'ancienne administration américaine en 1984. Cet appareil a la même puissance de calcul qu'avait l'armée américaine et les États-Unis en 1984. Donc si ce n'est pas une révolution technologique, je ne sais pas ce que c'est. Donc juste pour vous visualiser, c'est la première chose. Deuxième chose, cet appareil est devenu la télécommande de votre vie. Si quelqu'un dans cette salle ne me dit pas que c'est la télécommande de sa vie, vous gérez votre vie professionnelle, votre banque, vos salariés, votre vie amoureuse, tout ce que vous voulez gérer, et même vos taxis, avec ce petit appareil. Et donc, nous sommes tous confrontés à une révolution incroyable. Et l'image que je prends pour frapper les esprits, c'est que la guerre froide que vous avez connue, ou dans les films, ou dans la réalité, n'était que le combat de deux iPhones. Juste pour qu'on réalise de quoi on parle. Donc on a eu une guerre froide, avec un potentiel de destruction nucléaire, qui était la compétition de deux remote control iPhone, ce qui vous indique aussi la puissance de ce qui est en train de se passer. Et je pense que peu de gens réalisent. Autre élément, les choses vont plus vite. Ce petit graphique vous montre la vitesse à laquelle vous vendez 1 million d'unités. Quand l'iPod s'est vendu, il a fallu 400 jours. Quand le dernier iPhone est sorti, il a fallu une demi-journée. Donc non seulement nous avons une évolution exponentielle, nous avons une accélération du temps. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, si vous voulez, on pourra en parler une autre fois, mais le temps s'accélère. Il y a certains théoriciens du temps qui ont étudié ce sujet-là. Ensuite, on a l'apparition de GAFA. Alors tout le monde connaît GAFA, j'imagine, dans cette salle. GAFA, c'est l'ogre du net américain, Google, Apple, Facebook et Amazon. Juste pour prendre quelques chiffres, Google, en 4 ans, a éliminé Internet Explorer. Juste éliminé Internet Explorer. On parle de Google aujourd'hui, mais ceux qui ont connu Lycos, Explorer, AOL, vous direz que Google, dans notre vie ancienne, quand on était jeune, plus jeune, n'existait pas. Apple a créé un marché que même Microsoft, et je parlerai de Microsoft après, n'avait pas réussi à créer. Et c'était le même produit, il n'y a pas des très très grandes différences entre les deux produits. Facebook, aujourd'hui, capture 16% du temps
des Américains en ligne. Imaginez, 16% du temps passé avec Facebook. Alors, j'ai une autre théorie, mais on pourra en discuter, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas le propos, c'est que tous ces éléments-là sont les drogues dures du XXIe siècle. Vous êtes sous drogue, nous sommes sous drogue. Cet appareil-là est une drogue dure qui nous occupe, on chatte, on fait plein d'activités, mais c'est une drogue dure de temps en temps, déposez-la et faites une petite cure. Vous verrez que votre cerveau, votre santé s'améliorera. Même si ce sont des outils très utiles. Et enfin, Amazon, dont on pensait qu'il n'irait nulle part, a même attaqué le marché des produits frais. Alors, le monde, dans notre pensée, est linéaire. Vos professeurs, vos consultants, vos clients pensent que le monde est linéaire. Le monde est linéaire, ça veut dire que si j'ai fait 1 mètre aujourd'hui et que je continue à travailler, je ferai 2 mètres. Demain, c'est un peu plus. Le monde est linéaire, prévisible. Les technologies qui sont en train d'émerger sont exponentielles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une phase où la technologie est décevante. C'était le cas pour les drones, c'était le cas pour les objets connectés, c'était le cas pour plein de choses. C'est-à-dire que pendant quelques années, 1 an, 3 ans, 10 ans, parfois 20 ans, dans les bibliothèques, la chose est décevante parce qu'elle est en dessous du linéaire. C'est qu'on en parle beaucoup, mais il ne se passe rien. Et puis un jour, les deux courbes se croisent. Et le problème, c'est que quand une courbe exponentielle et une courbe linéaire se croisent, on a un point d'inflexion, comme on l'appelle, et on a une disruption. Donc je parle aux chefs d'entreprise, je parle aux étudiants, je parle aux futurs salariés. Vous vivez dans un monde où des choses qui vous paraissent disruptives vont être avec un point d'inflexion, on parlera d'Uber après, et vont devenir disruptives. Elles vont vous laminer, changer le monde dans lequel vous vivez de manière disruptive. Alors c'est la fameuse règle des 6D. Les choses sont d'abord digitalisées, ça c'est facile, elles rentrent sur la machine, sur la remote control of your life. Ensuite, ils sont très décevants. L'application, l'outil, le produit est décevant, parce qu'il est moins efficace que le linéaire. Il devient disruptif, et après se passent 3 choses quand même très importantes. Il se dématérialise, c'est-à-dire qu'en fait le produit physique disparaît au profit du produit digital. Il se démonétise, la valeur passe de 100 à 0, je vais vous montrer quelques exemples, ou à 1. Et il se démocratise, tout le monde l'utilise. Donc en fait, vous avez cet effet de boule de neige qui va au-delà des 3 premiers dés qui sont sur ce graphique, qui font que les choses qui arrivent sont extrêmement impactantes. Le problème qu'on a par rapport à Gutenberg ou au moteur à explosion, c'est qu'eux, ils avaient un nouveau produit, nous, on va en avoir 10, 50, qui arrivent dans différents domaines. Et je vais en parler, la robotique, l'informatique, la biotech, les nanotechnologies. Alors, quelques exemples qui vous prouvent que c'est en train de se passer. Là, vous avez des exemples de technologies qui ont divisé leur prix. Donc, vous avez le 3D printing qui valait 40 000 € à l'époque, qui vaut plus que 100 €. Le drone qui valait 100 000 € en 2007, qui vaut plus que 700 € pour un drone, j'allais dire, sophistiqué, pas un drone simple. Le full body scan qui valait 10 000 € en 2006 et qui vaut 500 € aujourd'hui. Juste pour vous donner la mesure, c'est pas que du monde de Internet, hein, c'est la mesure physique qui est en train de se passer. Ça coûtait 1 245 $ pour une bande passante, on est à 16. Et l'appareil, le seul truc qui n'a pas beaucoup bougé, c'est le prix du smartphone, parce qu'il est tellement rempli de remote control of your life que le prix n'a pas vraiment bougé. Alors ensuite, on parle de disruption. Il y a une disruption sur le monde du travail, je vais en parler après, puisqu'en fait, dans la construction, on est en train de parler de 3D, on parlait même de voitures en 3D, ils ont fait ça récemment. Dans le tourisme, avec TripAdvisor, Booking.com, et même les médecins, puisque aujourd'hui, aux États-Unis, les machines qui font les diagnostics ont une fiabilité supérieure aux médecins, parce qu'il n'y a pas d'erreur en fait en termes de diagnostic médical, en tout cas beaucoup plus faible. Et sur des radios, la machine va trouver des choses que ne verra pas le médecin, parce qu'elle a l'historique du développement des patients. Et donc elle prendra les radios d'il y a 20 ans, ou 10 ans, ou 5 ans, comment ont évolué les patients qui avaient telle petite tumeur ou tel petit signe sur la radio, et donc il pourra donner une information aux patients. Alors, personne n'est protégé. Personne. Alors, je vais vous donner 3 exemples qui sont simples, et personne dans cette salle n'est protégé. C'est une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, vous savez, la première chose, c'est la prise de conscience. À partir du moment où vous savez qu'il y a quelque chose, vous allez vous organiser pour le traiter, et vous avez moins de chances d'être impacté. Donc le premier exemple, il est très simple, c'est Nokia. Nokia pensait que ça, c'était
un téléphone portable. Donc ils ont pensé ça très longtemps, jusqu'à ce que quelqu'un produise une télécommande de votre vie. Alors, pour la petite histoire, en 2000-2001, j'ai eu la chance de travailler, en 99-2000, travailler sur la fusion entre France Télécom et Orange. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Orange avait été fondé par les Australiens en Angleterre et avait été une énorme success story en termes de développement commercial. Je travaillais en tant que consultant sur la fusion, donc je demande à rencontrer le directeur de la stratégie d'Orange. On me rit au téléphone en disant « directeur de la stratégie, il n'y a pas ». Je dis « si France Télécom, ils ont un directeur de la stratégie, vous devez bien avoir quelqu'un qui fait la stratégie ». Ah, peut-être, on en a un, mais c'est notre futurologue. J'ai dit « très bien, je vais voir un futurologue ». Donc j'ai pris rendez-vous, je rentre dans cet énorme bureau blanc, et ce futurologue, Ishbron, c'était son nom, me montre un téléphone. Alors à l'époque, il était beaucoup plus gros parce qu'on était en 2000, il était assez gros. Il me dit, c'est quoi ça? Et je lui dis, un téléphone portable. Monsieur Bouet, qu'est-ce qu'on va faire avec vous? Alors, il me dit, je vous donne une deuxième chance. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors je lui dis, c'est un Nokia. Il dit, vous êtes vraiment perdu. Et il me dit, et c'est vrai en 2000, hein, il me dit, remote control of your life. Et il me montre des vidéos, il m'explique que le hardware, c'est fini, que penser à 5 ans, c'est rien, il faut penser à 20 ans. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à M. Ishbron? C'est le fameux théorème de Ishbron qui est dans mon ouvrage. Il a été licencié. Trop compliqué, c'était la commande de votre vie. Et à l'époque, tout le monde s'occupait de la 3G, l'infrastructure et le bon vieux hardware, savoir si le téléphone il s'ouvrait comme ça, comme si, quand ça sonnait, est-ce que l'antenne sortait, pour ceux qui ont connu. Et personne n'avait compris que c'était le software. Donc Nokia, voilà ce qui leur est arrivé, c'est très simple. Quand vous vous focalisez sur le mauvais produit, c'est-à-dire le hardware, vous avez vos ventes qui s'effondrent, même s'ils ont essayé de racheter Navtech. Deuxième exemple, beaucoup plus simple, c'est ce que j'appelle moi les signaux faibles. Encyclopédia Britannica aurait dû voir les signaux faibles. Donc ils ont eu une première rupture qui est l'arrivée de Microsoft, qui décide de les digitaliser, le premier dé. Et là, ils rigolent, ils se disent, bon, ok, c'est les ventes, on va stimuler, on va mettre plus de contenu, on a des aficionados. Et puis, vous voyez, Wikipédia qui arrive, donc il y en a un deuxième qui rentre. Alors là, c'est gratuit, hein. On est dans la logique des CD, hein. Il y en a un premier qui est arrivé, il a digitalisé, c'était déceptif au début, parce que c'est vrai que c'était sympathique d'ouvrir, de regarder les pages, etc., d'avoir l'air intelligent chez soi avec son encyclopédia. Et puis après, on s'aperçoit que finalement, peut-être c'est mieux d'utiliser Internet. Et puis ensuite, Wikipédia, et puis enfin, Game Over. Troisième exemple, Kodak. Ils ont inventé l'appareil numérique. Mais eux, ils étaient tellement omnibulés, comme vous, nous tous, sur le petit dessin en bas à droite, la fameuse petite boîte photo qu'on devait emmener en vacances. Il fallait en avoir assez, donc tout le monde s'engueulait pour savoir s'il y avait 36, on est 24, ISO 100, ISO 400, ISO 500. Où est-ce qu'on allait les développer? Est-ce que la boutique Fnac allait les développer correctement? Donc tout ça, vous avez tous connu, sauf les plus jeunes. Donc ils sont focalisés sur cette petite boîte et regardez, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, c'est un appareil iPhone qui les a disruptés. Alors ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'il n'y a pas que dans le digital que c'est arrivé. Est-ce que vous savez qui a inventé la montre à quartz? Les Suisses. Quand ils ont inventé la montre à quartz, ils avaient 85% du marché mondial. Sauf qu'ils ont trouvé que c'était quand même pas chic, une montre à quartz, par rapport à une montre mécanique. Et donc à la foire annuelle, ils ont présenté ça comme étant un peu des trucs de science-fiction. Les Japonais et les Américains ont trouvé ça sympa. Et 10 ans après, ils avaient perdu la moitié de leur marché. Donc souvent, vous avez plus près de chez vous que vous le pensez la solution à votre problème, mais vous ne la voyez pas, vous êtes aveugle parce que vous avez vos propres paradigmes. Alors ensuite, vous allez me dire, mais alors les corporates, les grands groupes, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à inventer Amazon, Skype, Uber, Airbnb? Parce que normalement, ils ont la taille, de l'argent, une couverture mondiale, la capacité à faire. Mais ils ont deux problèmes. On a fait une étude l'année dernière pour Google, sur la France, sur l'état numérique de la France. Et on a découvert une chose assez fascinante. C'est qu'il y a 30 ans, ou 20 ans, quand vous arriviez dans une entreprise, on vous donnait un PC ou un appareil ou des équipements qui étaient bien plus avancés que ce que vous trouviez dans le commerce. Donc vous reveniez chez vous et vous pouviez pratiquement jouer à des jeux vidéo que personne ne pouvait faire. Moi je me rappelle, j'ai fait un stage en Californie pour où je travaillais avec quelqu'un qui était pas la NASA, de la NASA. Et lui avait un ordinateur, mais juste incroyable, à la maison. Connecté sur ARPANET, le réseau Internet, et on était en 90.
Aujourd'hui, un salarié qui arrive dans une entreprise, souvent récupère un matériel informatique, il rentre chez lui et il le montre à ses autres étudiants, ils disent « Mais tu sais quoi cette boîte? Il vit dans quel siècle là? Hein? Il n'y a pas d'iPhone, c'est pas connecté, machin, il n'y a pas la remote control, non, pas du tout. Sécurité, fiabilité, mais ce qui est vrai, tous ces systèmes ont été mis en place dans les années 90-2010 pour protéger la fiabilité des compagnies d'aviation, la qualité des... Et tout ça a été construit. Donc en fait, premier handicap, le système informatique, qu'il ne faut pas jeter à la poubelle. Hein. Attention, si on jette à la poubelle les systèmes informatiques des grands groupes, on a d'autres problèmes. Et c'est un énorme handicap. Et donc en France, sur l'étude, on a vu que les Français étaient les plus avancés, quasiment les plus avancés en Europe en termes d'utilisation numérique, et que les entreprises françaises étaient les plus en retard, en termes de mise en œuvre du numérique dans l'entreprise. Donc vous imaginez, vous êtes une entreprise, vous êtes SNCF, vous êtes un grand groupe de luxe ou un grand groupe de loisirs, vos salariés sont frustrés au même titre que vos usagers ou vos clients. Deuxième élément, c'est qu'à partir du moment où on amène des ruptures, c'est très difficile, en dessous du patron, d'accepter d'être disrupté. Donc vous avez un, le système informatique, et deux, la résistance au changement en interne. Alors, vous allez me dire, c'est sympathique tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on sait qu'on est malade, que c'est difficile, que c'est disruptant, qu'est-ce que vous conseillez? Alors, il y a une chose qui s'appelle, alors light footprint en anglais, l'empreinte légère. Alors l'empreinte légère, je vais en parler, c'est la réponse des militaires américains au VUCA. C'est comment gagner les nouvelles guerres, et donc, pour l'entreprise, comment gagner dans le monde de demain. Alors, première chose, c'est que nombreux d'entre nous pensent que la stratégie, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui. 75% des plus grandes faillites ont eu lieu dans les 5 dernières années. On a souvent l'impression, nous, praticiens, que quand on essaie de mettre en œuvre de la stratégie dans les entreprises, c'est plus dur parce que ça bouge plus vite, il y a plus de changements, et donc la stratégie, c'est souvent des cycles longs. Et donc aujourd'hui, il y a des vrais questionnements sur la stratégie. Il faut aussi savoir que ce que vous apprenez dans les écoles, celle-ci ou d'autres, a été inventé en 1841. En octobre 1841, il y a eu un accident de chemin de fer. C'était avant l'invention du télégraphe, quelques mois ou années. Et le monde vivait dans le monde des militaires anglais. Le monde a été géré, après la révolution industrielle, de manière hiérarchique, militaire. Et donc l'Amérique du début des années 1800 était un monde militaire organisé où on donnait des ordres. Les deux trains sont rentrés en collision. Pourquoi? Parce que chacun des deux conducteurs de train avait l'ordre de ne pas s'arrêter à cause des Indiens, des voleurs, etc. Et donc l'instruction du chef, c'est de ne pas s'arrêter. Donc il y avait l'autre train qui arrivait, et collision. Très peu de morts, réunion, et c'est là qu'a été inventée les méthodes de processus. C'est-à-dire, il n'y a pas que les ordres qui viennent du chef, il y a aussi des réactions, actions-réactions, processus. C'est ça qui a créé le taylorisme. Et c'est ça qui a créé les business schools américaines. Elles ont été inventées suite à cet accident de chemin de fer pour former les gens à la nouvelle méthode. Et ensuite, nous avons tous été irrigués, sans le savoir, de manière subliminale, et souvent moins subliminale, par ces méthodes de management. Donc aujourd'hui, le monde opère sous des modèles de management, alors on ne va pas dire de 1841, mais quasiment, des années 80, qui étaient quand le monde était régi par les lois des 5 forces, de l'avantage compétitif et de la prévisibilité des hypothèses. Quand les hypothèses sont prévisibles, vous pouvez construire votre monde. Alors, je voudrais revenir à l'origine du mot stratégie. Parce qu'en fait, quand je vous dis que 1841, les business schools américaines nous définissent comment on fait la stratégie, c'est pareil. Le mot stratégie a été dévoyé. Aujourd'hui, dans les entreprises, dans les cours, la stratégie, c'est un plan à 5 ans. Alors, ça peut être un programme électoral à 5 ans, c'est quelque chose d'organisé, c'est balisé. La réalité de la stratégie, et je crois que c'est un message pour nous tous, c'est stratos, l'armée ou les ressources, et ago, le leader. Donc en fait, une stratégie sans leader, ça n'existe pas, puisque c'est le mot même de l'origine. Donc en fait, retour à nos politiques, aux patrons d'entreprise, à vous en tant qu'étudiants, c'est le leadership, d'abord, et ensuite c'est l'utilisation des ressources dont vous disposez, que ce soit le patrimoine de la France, que ce soit vos capacités internes, que ce soit vos propres formations, qui font votre stratégie. J'insiste sur ce point-là parce qu'en fait, on a tous zappé l'origine du mot stratégie. Alors après, il a évolué avec Clausewitz, avec un certain nombre de choses, de game theory. Et puis, c'est devenu le concept avec Michael Porter
d'avantages compétitifs, dont on voit aujourd'hui les limites, puisque même la société de conseil qui avait été fondée par Michael Porter, Monitor, a fait faillite. Preuve que le modèle avait atteint ses limites. Alors, vous allez me dire que je parle beaucoup des militaires. Il se trouve que les militaires ont un certain nombre d'avantages sur nous. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de marge d'erreur. On peut dire, les gens disent « business is a game », surtout en Asie. C'est vrai, business is a game. On gagne, on perd. Il n'y a pas mort. Normalement, si on joue par les règles de l'art, il n'y a pas de mort d'homme. Il n'y a pas d'enjeu. Il y a des enjeux personnels, il y a des enjeux des salariés dans la responsabilité, mais il n'y a pas d'enjeu, j'allais dire, vital. Quand on parle des militaires, il y a un seul enjeu vital, c'est que on gagne ou on perd. Il n'y a rien d'intermédiaire. La deuxième chose, c'est qu'ils n'ont aucune limite de ressources, parce que leur objectif, c'est de gagner. Il n'y a pas de limite de ressources. Et il n'y a pas de limite de temps. Une guerre, c'est plus la préparer que la faire. Ceux qui vous disent que c'est la guerre, c'est faire la guerre qui compte, c'est non, c'est la préparer. Sun Tzu vous dira que les meilleures guerres, c'est celles qu'on ne fait pas. Enfin, tellement bien préparées. Et donc, quand vous regardez l'histoire du monde, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon ouvrage, puis dans mes recherches, c'est pour ça que j'étais intéressé par le light footprint, c'est que, je vais prendre l'exemple du Merrimack et Monitor pour ceux qui connaissent, pour vous donner une idée de ce qui se passe dans les guerres. Pendant la guerre des confédérés entre les nordistes et les sudistes, vous savez que les sudistes avaient une flotte tout à fait réduite et que les nordistes avaient un avantage compétitif sur la flotte. Et donc, les sudistes ont récupéré un bateau, qui était un bateau des nordistes, et ils l'ont blindé. C'était le premier bateau blindé de l'histoire de la guerre. Ils l'ont blindé, ils ont mis un éperon, et ils sont allés attaquer la flotte qui faisait le blocus sur la ville. Et pendant toute une journée, ils ont crevé des bateaux qui étaient en bois. Et donc, après quelques heures, ils étaient fatigués, ils sont allés boire et fêter la victoire. Le lendemain matin, vers 8h du matin ou 7h du matin, ils sont retournés dans la baie pour finir le travail. Et là, c'était très brumeux, et ils ont vu apparaître un autre bateau qui était bizarre, qui s'appelait le Monitor. Et le Monitor, c'était un bateau blindé aussi, que les nordistes avaient préparé aussi, et qui était blindé sur le haut. Le combat a duré 6 heures. Il y a eu un blessé, c'est quelqu'un qui a glissé sur un barrique. Ils se sont aperçus que les boulets de canon étaient complètement inutiles sur l'un et l'autre des bateaux, parce qu'ils n'étaient pas prévus pour des cuirassés. Tout ça pour dire que dans la guerre militaire, le temps, les délais de temps entre les inventions des uns et des autres sont quand même très courts, parce que c'est une journée d'écart. Je prends un autre exemple, entre les Américains et les Russes sur cette guerre entre deux iPhones, la distance, le temps entre le premier missile subbalistique sous-marin envoyé par les Américains et par les Russes était moins de 30 jours. Donc on est sur une guerre qui va très très vite. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de sujets qu'on utilise qui ont été inventés par les militaires. Le GPS a été inventé par les militaires. ARPANET, qui est devenu Internet, a été inventé par les militaires. Siri, pour ceux qui l'utilisent là-dessus, en fait, Siri, c'était le produit que les généraux américains utilisaient pendant la guerre froide et qu'ils ont revendu à Apple parce qu'ils trouvaient qu'il était obsolète. Mais il était inventé par des militaires. Donc tout ça pour dire que nos amis militaires ont souvent des idées, donc un sur le futur et deux sur les solutions. Donc la solution qu'ils proposent et que je trouve très intéressante, c'est light footprint. Donc l'empreinte légère. Alors l'empreinte légère, je vais résumer en 3 mots. C'est TOC, TOC, pour s'en rappeler. C'est tout ce qui est la technologie, l'utilisation maximum de la technologie. Alors, ils ont inventé le 5e domaine militaire. Napoléon se battait sur 2, la terre et la mer. Après, on a eu l'air, 3e domaine, l'espace. Et depuis 10 ans, on a le cyberspace. C'est le 5e domaine de combat militaire. Alors, ça veut dire l'utilisation pleine de la technologie, que ce soit les robots, les drones en sont l'exemple, tout ce qui est mécanisation, automatisation des humains. Et deuxième, tout ce qui est la donnée et le cyber warfare. Deuxième élément, c'est advanced organization. C'est-à-dire à partir du moment où le terrorisme disparaît. C'est-à-dire que quand vous éliminez tout ce qui est volume, tout ce qui est répétitif étant remplacé par des machines, vous avez besoin de donner du sens et de regrouper les compétences. C'est le concept de force spéciale, c'est le concept d'alliance, puisque l'organisation se rétrécissant, elle a beaucoup plus de nécessité à se connecter avec le reste, c'est le concept d'organisation plate. Et puis enfin, le C de culture, je pense que j'ai commencé à essayer de vous donner des points de changement de votre mode de pensée, c'est réfléchir différemment. Dans un monde qui est différent, réfléchir différemment, alors avec ce paradoxe intéressant,
que dans le monde de demain, pour gagner, en tout cas des guerres ou le business, il faut à la fois être hyper ouvert sur le monde, c'est en permanence écouter, être curieux, connecté, et en même temps être hyper secret. Parce que si vous êtes dans un modèle empreinte légère et que vous êtes avec une approche trop visible, vous êtes extrêmement à risque. Je vais passer ça. Alors, juste pour conclure sur cette section, en fait, vous faites tous de l'empreinte légère sans le savoir, en fait, comme M. Jourdain. Donc, vous faites un peu d'analytics, vous êtes en train de moderniser, vous réfléchissez à des startups. Donc, en fait, tout le monde en fait un bout. La seule chose que j'ai trouvé intéressante dans cette théorie, c'est que c'est une théorie intégrée. Chacun fait des bouts, chacun fait de la technologie, qu'elle soit cyber ou qu'elle soit robot, chacun essaie de faire évoluer son organisation, chacun essaie de changer sa mode de pensée. Ce qui est intéressant dans le Life Footprint, c'est l'intégration et de nommer. Vous savez, ce qui n'a pas de nom n'existe pas. Et souvent, dans les entreprises, dans les universités, on fait plein de choses, mais on ne le nomme pas. Donc les étudiants, les salariés ou les citoyens sont confus. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ça a l'air d'être un patchwork, une initiative de l'impressionnisme. En fait, ce n'est pas du tout l'impressionnisme, c'est une logique qui reprend ses points. Maintenant, on va partir 2 minutes sur la Chine et on va partir 5000 ans en arrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous appréhendez la Chine, en tout cas pour ceux qui la regardent de près ou de loin, vous regardez la dernière civilisation-nation. Je vous engage à enregistrer ces 2 mots, civilisation-nation. C'est la dernière civilisation-nation. Imaginez 2 minutes, projetez-vous, si l'Empire romain existait encore. Dans quel monde vivrons-nous? Eh bien, c'est la même chose. Donc on a en face de nous une civilisation-nation qui, alors, selon les personnes, à 2000 ou 5000 ans, les Chinois vous diront 5000, nous on vous dira 3000, et qui a donc cette caractéristique d'une civilisation et d'une nation. Ensuite, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que dans la tête des Chinois et dans le cycle chinois, ça fonctionne par cycle de 300 ans. Alors vous allez dire, nos hommes politiques font des programmes pour 5 ans ou 3 ans, et eux, ils fonctionnent par 300 ans, c'est au-delà de leur génération, de plusieurs générations. Pourquoi? En fait, parce que je vous l'ai mis sur ce graphique, les cycles fonctionnent en 3 temps, le déclin d'un empire, le retour, le recovery et le Golden Age. Et ça a été démontré, donc vous l'avez eu dans l'exemple des Tang, vous avez l'exemple des Song, et vous avez, la page suivante, dans l'exemple de la Qin dynastie, qui a culminé en 1830, puisqu'en fait c'est la date, mais selon les historiens, les calculs, où la Chine avait le plus grand GDP mondial. Et donc la Chine est rentrée, et c'est le point du bas, en 1830, dans la période d'humiliation, donc dans le cycle 1. C'est juste pour que vous compreniez, quand on a Xi Jinping en face de nous, s'il était là, dans quel état d'esprit ils sont. Donc en fait, on a une civilisation-nation qui a pris 100 ans d'humiliation. S'il y a des questions après, je pourrais vous expliquer pourquoi la guerre de l'opium, c'est juste quand même assez fascinant et un peu honteux pour nos amis anglais et quelque part nous derrière. Donc 100 ans d'humiliation. Eux, ils sont entre 1930 et 2030 dans un cycle donc, de recovery, alors que nous, on pense qu'ils sont déjà en haut. Donc eux, ils visent 2030 et pas 2015. Et ensuite, la bonne nouvelle pour le reste du monde, c'est que si ça arrive, on a 2030-2130, un Golden Age. Donc pour ceux qui auront 20 ans ou 40 ans en 2030, si tout va bien, on rentrera dans un Golden Age. Alors, vous allez me dire, vous êtes allé très loin dans le temps. Deuxième élément, 78, Deng Xiaoping. Et je fais le parallèle avec l'Amérique parce qu'en fait, il avait hésité quelque temps à faire le modèle japonais, qu'il adorait, parce que si vous êtes en 1978 et que vous voulez relancer la Chine, un cas de stratégie pour cette école, pour les étudiants, qui vous copiez? En 1978, en 1975, le gagnant, celui qui est donné, placé gagnant, c'est le Japon. C'est pas l'Amérique. Et donc, si vous copiez un modèle, vous allez copier le modèle émergent qui est le modèle japonais. Bon, il a juste trouvé que c'était trop compliqué, parce que les Japonais sont assez compliqués. C'est une île, il y a la complexité du culturel, plus toute l'histoire entre les Chinois et les Japonais. Donc il a dit, je copie le modèle américain. Devenir riche et glorieux. Et l'autre phrase que vous connaissez tous, on s'en fout que le chat soit noir ou blanc, tant qu'il bouffe les souris, c'est bon. Alors, ce qui vous donne l'état d'esprit de ce qu'il a lancé, c'était super simple, il pouvait l'expliquer en 5 minutes
dans l'ascenseur ou dans 3 minutes à n'importe qui. Et donc en fait, il y a eu toute cette aventure où la Chine, depuis 30 ans, a été le pays qui a cru le plus. De la même manière que l'Amérique, depuis 1870, est la plus grande économie du monde. On oublie, c'est 1870, ça fait quand même longtemps qu'ils sont Donc, c'était une expérience américaine. C'est pour ça que souvent les Chinois disent qu'on a 300 millions d'Américains sur les côtes chinoises qui ont été formés au modèle américain avec des grosses voitures, avec de l'argent, poussant serrant les coudes et se battant. Alors, 2008 a été un turning point pour la Chine. Alors, vous allez dire c'est simple, M. Boué, 2008 c'est la crise économique. Non. La Chine avait besoin, après 30 ans de modèle américain, d'un tournant. Ils ont juste eu la chance qu'en 2008, sont passées 3 choses. La première, et j'étais dans mon bureau à Shanghai, le tremblement de terre. J'ai cru que j'avais mal digéré le restaurant à midi. En fait, c'est pas ça, c'était le building qui bougeait. J'étais à Shanghai, on a bougé pendant 3 minutes. Et en fait, quand tu as un tremblement de terre, vous avez l'impression que les commandes des rideaux bougent. En fait, non, elles restent fixes, c'est la physique. C'est le building qui bouge. C'est pas le rideau, c'est pas la commande du rideau qui bouge. Parce que la commande du rideau, elle suit la gravité, donc elle ne bouge pas, puisqu'elle a un petit truc au-dessus. Et le building bougeait pendant 3 minutes. Donc, tremblement de terre, ils s'en occupent eux-mêmes, pour la première fois. Énorme succès de Wen Jiabao et des équipes. Les Jeux Olympiques, qui est un tournant pour toute nation. Si vous regardez l'histoire du monde, devenir une nation olympique, c'est un moment hyper important pour un pays. Et enfin, grand coup de chance, la crise américaine. Donc, les Chinois ont eu de perfect alignement des étoiles, puisqu'en 2008, ils ont pu déclarer le tournant et la fin du modèle américain. Alors, ce modèle américain, il a créé 4 dommages collatéraux dont on parle maintenant, mais qui ont commencé en 2008. La pollution, qui est énorme. Bon, on en parle maintenant, mais en 2008, c'était déjà le turning point. Les inégalités sociales, puisque le coefficient entre les pauvres et les riches n'a jamais été aussi grand qu'en Chine. Le business ethics, qui était la façon de faire les affaires. Et ça ne touche pas que les Chinois, ça touche aussi tous ceux qui faisaient du business. Quand vous avez un business qui croit rapidement, que les choses sont faciles, les gens peuvent avoir tendance à contourner les lois. Et dernier élément, la corruption. Donc c'est ce que moi j'appelle les 4 dommages collatéraux de la croissance chinoise. Donc ces 4 sujets sont à l'agenda du nouveau gouvernement. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on regarde... et donc on est passé du rêve américain, pour la Chine, au rêve chinois ou de la Chine. Si vous prenez la traduction du mot qu'utilise Xi Jinping, ça peut être les deux. Moi, je préfère le rêve de la Chine, parce que c'est un rêve collectif, que le rêve chinois, qui est un rêve individualiste. C'est comme le rêve de la France, le rêve des Français. Donc, on est dans un cycle où on va arriver en 2021 aux 100 ans du parti. Il faut savoir que la chose la plus importante pour le gouvernement chinois aujourd'hui, psychologiquement, c'est est-ce que vous savez quel est le parti qui est resté au pouvoir le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité récente, un parti. Ce sont nos amis soviétiques, qui sont restés, selon comment on compte, entre 69 ans et 74 ans, et nos amis mexicains du PRI, qui sont restés 71 ans. Donc, quand le parti chinois aura atteint 71 ans, 70 ans, c'est-à-dire pas loin de... après 2021, mais en 2030. En 2030, on aura battu le record. Donc ça, psychologiquement pour eux, c'est un stress. Alors, pour nous, un parti au pouvoir qui fait plus de 7 ans, c'est déjà énorme. Mais alors pour eux, on est sur les 70 ans. Bon, c'est un parti unique, vous allez me dire, mais c'est juste pour que vous compreniez en tant qu'étudiant, entrepreneur, qu'il y a un compte à rebours de la date où le parti aura été le parti au pouvoir le plus longtemps au monde. Et donc c'est pour ça qu'ils regardent beaucoup la Russie. Bon, les Mexicains, c'est un peu un truc différent. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? On parle beaucoup de la route de la soie, les Chinois qui se développent. La première chose, c'est les entreprises publiques ont comme objectif de se développer à l'international. Donc ça, c'est une priorité du gouvernement. Donc on commence à voir, on a vu les groupes privés d'abord, on a vu Fosun qui a racheté le Club Méditerranée, on voit arriver les groupes publics maintenant. L'idée étant de rendre le secteur public plus compétitif. Alors nous, on a connu ça avec tout ce qui était privatisation en France. Et on rentre dans ce que j'appelle une phase de glossinisation. Alors après, les gens l'appellent Chine-monde. La Chine, c'est l'empire du milieu.
Donc la stratégie, c'est une stratégie d'ouverture, mais l'extérieur pour renforcer l'intérieur. Ce qui est différent d'autres nations qui ont une logique d'expansionnisme. Alors, et c'est vrai que quand on discute avec nos clients chinois, ils ont du mal à envoyer des cadres à l'étranger parce qu'ils préfèrent rester en Chine, culturellement. Alors ensuite, pour les groupes français et internationaux, la Chine est devenue un marché extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que le marché a ralenti, parce que les coûts des facteurs ont augmenté, et parce que les clients chinois, les concurrents chinois sont devenus extrêmement forts. Après 30 ans d'entraînement, ils sont devenus extrêmement forts. Et beaucoup de groupes ont la pression du siège pour générer plus de profits en Chine après 10-20 ans d'investissement. Donc on est sur un marché qui est en croissance, mais extrêmement compétitif. Alors, on va revenir à mon VUCA. La Chine est un enfant du VUCA. Parce que si vous voyez mon 78-2008, 95 l'apparition du VUCA, la Chine s'est développée dans le monde VUCA et donc a développé un modèle de management très différent, que ceux qui y vont, ceux qui rencontrent des groupes chinois. On est à l'aube d'une révolution technologique. Ils sont convaincus qu'il va falloir moderniser l'appareil industriel. J'y reviendrai. Il y a des expériences, je vais en parler à la page suivante, sur les nouvelles organisations. La distance au client, distance zéro au client. Et puis, quelque chose qui est difficile à appréhender pour nous cartésiens, c'est que pour eux, 1 et 1, c'est 11. Ce n'est pas 2,5 ou 3. Et donc, en fait, c'est des modes de pensée exponentiels, géométriques, on va dire. Alors que nous, on réfléchit dans notre monde linéaire à 1 plus 1 égale 2 ou 3 en termes de synergie. Alors, l'empreinte légère, j'ai la chance que le PDG de Haier, John Bremin, est tombé sur mon ouvrage. Et donc, elle est en train de déployer ça chez Haier, au niveau mondial. Et donc, elle m'a demandé que je fasse une version chinoise du bouquin. Donc, il est sorti en octobre dernier. Et donc, on a des gens comme Foxconn qui veulent remplacer les 1,5 million de salariés par 1 million de robots, les Foxbots. Alors, ça prend du temps parce que c'est pas aussi simple que ça. Mais un Foxbot, comme ils ont eu beaucoup de problèmes de suicide, Foxconn est un groupe taïwanais, comme vous le savez, ils ont des problèmes de suicide, des problèmes d'absentéisme, des problèmes économiques. C'est eux qui produisent pour Apple toutes les machines. Et donc, ils veulent avoir 1 million de robots. Un robot Foxbot, ça vaut 35 000 $ et ça coûte le coût de l'électricité par mois, en gros. Donc, c'est juste une autre révolution. Haier, j'ai parlé de technologie, organisation. Il s'est organisé autour de 4000 unités, chaque unité pouvant décider au plus près du client de pricer, de développer de nouveaux produits. C'est comme ça qu'ils ont développé une machine à laver pour pommes de terre. Si vous avez une question après, je peux vous répondre. L'histoire de la machine à laver pour pommes de terre, c'est assez rigolo. Et puis enfin, il y a un groupe qui s'appelle Xiaomi, que vous connaissez sûrement, qui produit des appareils portables, et qui a réussi à être la première start-up de l'histoire à atteindre 1 milliard $, la plus rapidement. On n'en parle plus en Europe, et ils sont en train de monter en puissance en Asie et en Europe. Je vous ai parlé de GAFA, de l'ogre américain. L'ogre chinois s'appelle BAT, B-A-T, BAT pour la chauve-souris, animal apprécié des Chinois. Et depuis quelques semaines, on a rajouté 3M. 3 pour 360, qui est une compagnie de sécurité Internet, et M pour le Xiaomi, qui est le 3e maintenant distributeur de smartphones dans le monde, avec 84% d'augmentation des profils en 2013. Voilà pour la Chine. Donc la Chine, enfant du VUCA, 5000 ans, dans une perspective mondiale, avec un agenda très différent des autres pays. Alors ensuite, la France et l'Europe. Alors, je vais vous montrer une petite carte que j'ai dessinée. Je me suis un peu amusé de visualiser le monde de demain. Donc le monde de demain s'organise autour de 4 continents. Le premier continent, qui est le continent des robots. Donc en fait, j'ai appelé ça la banquise des robots. C'est un monde automatisé, avec des drones, avec des machines. C'est un monde qui est piloté par la mégapole des opérateurs, dont certains étudiants ici seront peut-être des membres de cette unité d'élite. C'est eux qui piloteront le monde avec une énorme activité autour de tout ce qui est robots et drones. Le deuxième monde, c'est un monde où on aimerait vivre, hein, qui est la terre du quaternaire. Alors pourquoi quaternaire? Parce qu'on raisonne toujours avec le 3, et en fait, dans ce nouveau monde, ce sont des nouvelles activités. Le monde du quaternaire, c'est quoi? C'est des gens qui n'auront plus d'activité, des gens qui seront à la retraite,
des gens qui travailleront différemment, puisque les robots auront remplacé beaucoup de tâches répétitives et aussi intellectuelles et répétitives. La différence entre la révolution précédente et celle-ci, c'est que les tâches intellectuelles répétitives vont être remplacées. Donc on va se retrouver avec beaucoup de gens, des milliards, de gens qui auront besoin de s'occuper. Alors peut-être qu'ils seront sous les drogues dures du XXIe siècle, peut-être qu'ils seront en train de s'occuper d'eux, ils seront en train de faire du loisir. Et donc ça, c'est un énorme enjeu de société, pour les sociétés occidentales en particulier, et nos politiques, de savoir comment on bénéficie de cette terre du quaternaire et aussi comment on va rémunérer ces personnes. Alors, aux États-Unis, sur la Silicon Valley, ils ont trouvé une solution qui est la taxe négative. En tout cas, c'est les théoriciens de Silicon Valley qui disent qu'ils vont tellement sauver le monde et créer de valeur que de toute façon, après, ils pourront faire un modèle où ceux qui ne sont dans le quaternaire ou qui ne travaillent pas auront un salaire qui sera un impôt négatif. Donc vous dites, je ne fais rien, je suis sous drogue dure en permanence, vous recevez un petit salaire pour vous assurer que vous ayez un logement, une vie décente et que vous puissiez profiter vraiment du quaternaire pendant que les opérateurs contrôleront le monde. Alors le troisième monde, c'est le monde souterrain. C'est le monde des objets connectés qui sera en dessous. Alors vous voyez qu'il y a toutes sortes d'objets dans la carte connectée, il y a même un bébé, il y a un pistolet, il y a un monde souterrain qui est en train de se monter, d'objets connectés qui seront plus nombreux connectés à ces machines que nous serons. En sous-jacent, il y a un monde qui s'appelle le Deep Web, pour ceux qui connaissent. Quand vous faites du surf avec Google, vous surfez, imaginez-vous l'océan, et vous arrivez sur la plage. Et vous prenez Google, et donc vous allez surfer sur le début de la plage. Vous n'êtes pas du tout dans le vrai web. Donc là-dessous, il y a un monde qui fait, je ne sais plus, 60, 100 fois plus, qui est le monde du Deep Web, auquel vous n'avez pas accès avec un browser naturel, et dans lequel se passent des choses juste incroyables et illégales, mais qui est un monde parallèle. Donc en fait, dans le monde souterrain, il y a tout un monde d'activités annexes. Récemment, il y a eu une personne qui a été arrêtée par le FBI, qui était dans tout ce monde souterrain, donc il faisait de la drogue, etc. Et en fait, il avait créé le Uber des tueurs à gages, entre autres, pour se débarrasser des employés qui travaillaient mal. Donc quand il était arrêté, ils lui ont dit « mais vous avez tué 27 personnes le mois dernier par Uber, le Uber des tueurs. Pourquoi ?» Il dit « mais vous vous rendez compte? Dans quel monde vivons-nous? On ne peut même plus faire confiance aux salariés. Ils sont même plus honnêtes. » Donc vous voyez, dans ce monde parallèle, les gens raisonnent normalement et pensent que c'est normal que dans une activité malhonnête, les gens puissent ne pas être honnêtes. Quatrième monde, le 7e continent. Alors, je l'appelle 7e continent pour rattraper aussi les esprits. Parce que ce monde-là, il est hors de notre reach. C'est un monde qui a été créé, qui est un monde des données en fait. Juste un chiffre que j'aime bien citer. Est-ce que vous savez combien de données vont être produites par l'humanité par an dans les prochaines années, dans l'année prochaine ou l'année d'après? 1 yottabyte. Alors, un yottabyte, c'est 10 puissance 24. Quand le British Measurement Institute s'est réuni il y a 5 ans sur la taille des objets les plus grands, donc en fait le plus riche, la personne la plus riche du monde, l'objet le plus grand physique, ils étaient arrivés à 10 puissance 13. Donc on va arriver bientôt à 10 puissance 24. Et j'aime bien rapporter ça à la taille de l'univers. Juste pour que. Donc la taille de l'univers visible, son diamètre, c'est 0,8 iota-kilomètre. Donc juste, on est en train de produire, c'est pas ça, c'est un continent, hein, on est en train de produire quelque chose, des données, déjà qui sont dans des masses qui ne sont même pas préhensibles par l'être humain, et deuxièmement, qui sont en train de former le pétrole de demain, et qui sont en train de créer ce continent sur lequel vivent, et vous voyez cette carte, c'est marqué interdit au gouvernement, je crois, j'ai mis, déconseillé au gouvernement. C'est complètement déconseillé au gouvernement, ce monde. C'est une propriété privée, donc à l'ouest, vous avez GAFA, donc nos amis américains, et à l'est, vous avez BAT. Et on va revenir, on n'a personne au milieu en Europe, ce qui est un énorme problème. Donc ensuite vous avez quelques sous-mondes pour les élites. Vous avez le sous-monde que j'ai appelé le rocher des milliardaires. Alors, ce rocher des milliardaires, c'est très simple. Pour y arriver, je vous donne la recette, c'est pas si simple, mais c'est marcher sur le chemin des données et
utiliser la puissance du capital. C'est ce qui est arrivé à Facebook, c'est ce qui est arrivé aux gens d'Uber, c'est ce qui est arrivé aux gens de Snapchat, etc. C'est ce qui est arrivé à WhatsApp. Donc voilà, donc, il y aura quelques personnes qui, du monde du quaternaire, migrent vers ce rocher des milliardaires, mais qui sera un monde à part, et qui est déjà un monde à part. Ensuite, il y a un autre sujet qui est l'énergie. Aujourd'hui, on consomme 12% de l'énergie mondiale, à peu près, pour faire marcher ça, les serveurs, recharger ça, tout ce qui est lié à la donnée. Donc on a un vrai sujet d'énergie, donc il va bien falloir produire de l'énergie. Il faut aussi refroidir tout ça, puisqu'aujourd'hui on a plein de nécessités de refroidissement. Donc voilà, il y a une archipel qui est des producteurs d'énergie, c'est pour ça qu'on voit monter en puissance tout ce qui est nouvelles énergies. Au-delà du fait de la tendance émission CO2, il va falloir nourrir ce monde en termes d'énergie. Il y a un autre petit monde que j'ai appelé l'île secrète des flibustiers du net, qui sont les hackers, qui sont ceux qui refusent tous les autres mondes et qui se sont réfugiés. Alors je les ai mis en bas à droite de la carte. Vous verrez, pour ceux qui regarderont la carte dans le détail, il y a une rose des vents en fait. Donc en haut à droite, ce sont les robots et c'est un monde asservi. En bas à gauche, ce sont les hommes dans un monde libre. Donc les hackers, je les ai mis en bas à droite dans un monde, j'allais dire libre, mais plus proche des robots que des humains. Et enfin, un monde dont on aura bien besoin, que j'ai appelé le sanctuaire des sages, qui est le lieu de la pensée et qui est aussi, donc je parle aussi des étudiants, où on a bien besoin de philosophes, donc je fais appel aux volontaires, de gens qui promeuvent la sagesse humaine, qui réfléchissent à comment fonctionner dans le monde de demain, parce que sinon, quand vous voyez ce monde, vous pouvez prendre assez vite peur en termes d'asservissement du quaternaire par le reste du monde. Alors, j'ai parlé de l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe n'est nulle part sur le 7e continent, en fait. Puisque si vous prenez les 20 plus grosses entreprises Internet, 83% de la valeur est aux États-Unis, 17 en Asie, et 0 chez nous. 0 sur le top 20. Si on monte au top 40, on aura peut-être 1%. Alors, en plus, notre ami Barack Obama, que j'aime beaucoup, qui s'est exprimé la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, sur le fait que, de toute façon, Internet est leur propriété. Leurs groupes ont développé un avantage concurrentiel inégalable. Pourquoi est-ce qu'on se soucie de vouloir le réduire? Je trouve ça personnellement énorme. Je ne comprends même pas que les politiques européens n'aient pas réagi. Ça a quand même fait la première page du Financial Times. C'est quand même un vrai sujet. L'Amérique est un pays magnifique. La Chine est un pays magnifique, mais là je suis en train de parler de l'Europe, notre continent. Si on se laisse contrôler le 7e continent, qui devient extrêmement important en termes de valeur économique, on va avoir un énorme sujet. Alors après, ça va au-delà de la numérisation de la France. C'est un vrai sujet de territoire. Alors, l'enjeu de la transformation digitale, c'est qu'il faut plein de choses. Donc les groupes, les chefs d'entreprise qui sont là ici aujourd'hui, il faut détecter l'innovation, développer de nouveaux business, faire des tests, financer, lancer. C'est quand même extrêmement compliqué, c'est ce qui explique que l'Europe est un peu en retard. Donc nous avons lancé une initiative, en tout cas j'ai lancé une initiative au nom du cabinet, mais qui est une initiative, j'allais dire, pro bono, qui s'appelle Terra Numerata. Donc c'est le mot latin, donc ça plaît beaucoup en France, en Allemagne, parce que c'est vraiment notre racine, le latin. Pour la petite histoire, il y a eu un débat à savoir si c'était terre digitale ou terra numerata. Digital, c'est le doigt. Numerata, c'est exactement l'origine du numérique. Donc, et l'idée étant qu'il faut qu'on fédère les forces, qu'on se regroupe, puisqu'on est fragmenté, autour d'une plateforme commune qui est libre, qui n'y a pas de droit dessus, mais qui permet aux gens de dire « je fais partie de Terra Numerata ». Parce que sinon, on a l'initiative politique, franco-française, franco-allemande, on a les entreprises, tout le monde a ses écosystèmes. Mais la réalité, c'est qu'on est hyper fragmenté. Donc l'idée derrière, c'est de regrouper tout le monde autour du sujet Terra Numerata. Alors après, nous on pousse pour que les entreprises se transforment. J'ai déjà montré cette slide, donc je vais passer. J'ai expliqué pourquoi il y avait un problème. La solution au problème, j'ai fait une analogie avec le pétrole. Le pétrole naturel, vous le trouvez ça en Arabie Saoudite. Vous creusez, vous trouvez du pétrole. Le pétrole digital, vous allez trouver ça à Palo Alto, de manière naturelle.
et vous allez trouver ça à Shenzhen, à Hangzhou, dans d'autres pays du monde. Vous trouvez ça de manière non naturelle en Europe. Pourquoi? Parce que pour produire du pétrole naturel, il faut trois choses. Du pétrole naturel. Des entreprises digitales natives. Il vous faut des gens et de la connaissance. Alors effectivement, il y a tout un réseau d'universités autour de Palo Alto, autour de la Silicon Valley. Pour information, 2 tiers ou 3 quarts des étudiants de Stanford restent sur place, après études, donc restent en Californie, alors que 3 quarts des étudiants d'Harvard quittent Boston. Juste pour c'est les États-Unis. Donc en fait, et que vous allez peut-être quitter Bordeaux. Donc en fait, il y a une première chose, c'est que les gens qui ont étudié, qui sont connectés avec les étudiants, ils partent. Si l'écosystème reste, vous avez un étudiant première année, troisième année, 1 an après, 5 ans après, et le truc s'irrigue. Mais à partir du moment où on déconnecte, ce qui se passe, moi j'ai quitté Centrale et après je suis parti en Angleterre, puis après aux États-Unis. Donc en fait, vous n'avez plus aucune connexion avec l'école, ni avec le groupe d'étudiants. Deuxième élément, c'est le capital, c'est l'argent abondant. Alors, il se trouve que là-bas, comme les gens ont déjà fait fortune, ils remettent de l'argent. Donc il y a tout un écosystème. Il est difficile en Europe d'avoir des financements de plus de 50 millions d'euros. Donc quand vous avez des startups en France, elles vont avoir un premier tour, un deuxième tour. Xavier Niel et d'autres mettent beaucoup d'argent. Mais vous avez du mal à rester en Europe pour un deuxième ou troisième tour. Donc vous allez vous retrouver avec votre concurrent, qui va être américain et qui aura un financement de 150 millions de dollars, quand vous aurez 5 ou 10, ou même 50. Il faut savoir que quand vous avez une idée, il est statistiquement prouvé que 19 personnes dans le monde ont la même idée. Alors après, sur les 19, il y en a peut-être 5 qui dorment au Mexique, 2 qui sont millionnaires et qui s'en foutent. Mais donc, personne n'a d'idée géniale tout seul, surtout dans le monde Internet. Donc, ce que nous on a mis en place en tant que cabinet, on s'est associé avec une plateforme qui s'appelle Rocket Internet, que certains d'entre vous connaissent, pour produire du pétrole synthétique. En fait, Rocket Internet, c'est une start-up qui a des bons et des mauvais points, parce qu'après, chaque entreprise a ses bons et ses mauvais points, qui copiait les modèles américains. En fait, ils ont juste 7000 développeurs. Chaque fois qu'il y a une idée qui arrive, américaine, ils la copient et ils la battent, ils essaient de la battre. Donc, on essaie de construire avec eux, c'est d'aider les corporates. Il n'y a aucune idée aujourd'hui qui n'aurait pas pu être inventée par quelqu'un dans cette salle ou par un corporate. Quand vous avez inventé Microsoft, quand ils ont inventé Apple, quand vous avez inventé Google, c'est des choses qui ne sont pas naturelles. Quand vous inventez Airbnb, Uber, Skype et tout ça, ce sont des choses qui sont juste des déclinaisons naturelles de tout ce que je vous ai raconté au début. Donc c'est juste une question d'organisation d'écosystème. Mais aujourd'hui, les éléments ne sont pas assemblés. Alors, et la France là-dedans, alors si vous reprenez ma carte, la France a trois grandes forces. La première, c'est notre culture mathématique et d'ingénieur. Je ne parle pas d'ingénieur au sens de grandes écoles, je parle de formation, notre capacité à être extrêmement analytique, cartésien et mathématique. Ça, c'est une force énorme. On l'a vu dans le monde des robots aujourd'hui avec Aldebaran et d'autres startups. Donc, on a une énorme force qui est notre capacité dans tout ce qui est mathématique et robotique. Par contre, on a beaucoup de mal à mettre en route. Notre deuxième force, c'est que dans le monde du quaternaire, dans le monde des milliardaires ou des millionnaires, il faudra bien qu'ils vivent quelque part. Et la France est le pays, pour avoir voyagé, je peux vous dire que c'est le plus beau pays du monde. Et vraiment, on a plein d'atouts. Le seul truc, c'est qu'on se focalise beaucoup sur le monde industriel, dont on sait, si vous croyez ce que je vous ai raconté, qu'il va devenir un monde de machines, qui est une bonne nouvelle pour le reshoring, puisqu'un robot a le même coût qu'il soit en France, au Maroc ou en Chine. La seule différence, c'est le coût de l'électricité. Donc, le monde va se réindustrialiser près des villes, mais sans emploi. Et donc, nous, il faut qu'on mette en avant les forces de la France. Et le dernier sujet, c'est tout ce qui est la santé, où nous sommes très en avance. Et je vous donne un chiffre qui m'a interpellé quand j'étais à Davos en janvier. Les Nigériens, donc les riches Nigériens, dépensent chaque année 500 millions de dollars pour se soigner. C'est pas l'hôtel, c'est juste pour se soigner à l'étranger. S'ils arrivent à l'aéroport, parce que si vous n'arrivez pas à l'aéroport, vous êtes mort. Mais juste pour donc juste les Nigériens. Alors vous allez dire Nigeria, pétrole, richesse, mais bon. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se soigner dans ce monde et qui ne trouvent pas les moyens de se soigner dans leur pays d'origine, que ce soit la Chine, le Nigeria et autres. Donc voilà, donc je finis là-dessus et je voulais juste finir sur une petite note sur le monde, sur d'autres thèmes, pour vous ouvrir encore le champ. Nous sommes rentrés dans un monde de surveillance liquide.
Donc la différence entre la surveillance aérienne dans l'ambiante et la surveillance liquide, c'est que la surveillance liquide vous touche et donc prend toutes vos mesures. Donc aujourd'hui, c'est une théorie américaine, nous sommes tous sous surveillance liquide, grâce à ces petites machines, grâce à tout ce qu'on... Et donc en fait, il faut qu'on apprenne à vivre dans un monde de surveillance liquide dans ce 7e continent. L'autre élément, c'était une citation de Vint Cerf. Alors Vint Cerf, c'est le chief evangelist, je ne sais pas comment ça se traduit en français, de Google. Donc lui, il est là pour nous évangéliser. Donc il est très sympathique. Et il nous a dit l'année dernière, oui, en fait, la vie privée pourrait fort bien être qu'une anomalie de l'histoire. En fait, j'ai oublié de l'histoire. Donc en fait, on a vécu pendant 200 ans ou 300 ans avec la vie privée et c'était juste une anomalie de l'histoire. Donc à méditer aussi, parce que même si ces entreprises créent beaucoup de valeur et ont des idées très intéressantes, il est quand même important que nous ayons nos propres convictions. Troisième sujet, la mort subie. Vous savez que la vie va s'allonger, qu'avec les nouvelles technologies informatiques, nano et biotech, on va pouvoir vivre 120, 140, 150 ans. Et donc, il y a un vrai sujet qui sera le sujet de la mort subie. Donc il y a un grand débat aujourd'hui de est-ce que l'argent achète de la durée de vie, parce qu'avant, ce n'était pas complètement le cas. Hein. Donc ça, c'est un premier débat. Et le deuxième débat, c'est si la vie devient très longue, comment on décide et quand on décide d'arrêter, ce qui est un autre sujet de société. Et enfin, le quaternaire, dont j'en ai parlé, avec, j'adore le prof de Zumba, parce que c'est, on avait fait une étude sur les métiers qui se développent le plus sur LinkedIn. Et le prof de Zumba faisait partie des métiers qui avaient eu le plus grand nombre de postes qui étaient apparus dans les 3 dernières années. Bien sûr, avec les gens qui font des data analytics. Mais juste pour montrer que le monde du quaternaire est en train d'apparaître. J'ai encore vu en venant hier soir dans un journal que le coach individuel devenait à la mode, etc. Donc en fait, le quaternaire est en train d'arriver sans qu'on se rende compte. Il faut juste qu'on s'organise parce que c'est des petits boulots. Est-ce que c'est des petits boulots? Est-ce que c'est des choses normalisées? Comment on fait pour assurer la qualité, etc. Voilà. Et ensuite, moi je suis un grand féru de science-fiction. Je pense qu'on manque d'auteurs de science-fiction, on manque de philosophes. Et Arthur Clarke nous a dit, il y a très longtemps, le but du futur est le chômage total, ainsi nous pourrons jouer. Et c'est là-dessus que je conclurai mon intervention. Question. J'ai trouvé une carte très intéressante, notamment parce qu'elle fait écho à une étude qui a été publiée la semaine dernière sur les 10 milliardaires, 10 nouveaux milliardaires, sur 10 milliards tous les ans, qui sont issus des nouvelles technologies. Et sur les 10, je ne me souviens pas du détail, mais je me souviens que 5 ou 6 sont issus justement de ces applications pour le quaternaire, notamment les 2 cofondateurs de Snapchat. Mais est-ce que c'est pas un peu préoccupant de se dire que des gens qui inventent des choses qui, il faut dire tel que c'est, ne servent à rien, ne sont pas productives, deviennent les gens qui accumulent la valeur, et ça se croise avec votre carte, parce que sur votre carte, il n'y a pas de passage entre le monde des robots et l'île des très riches. L'île très riche est à mi-chemin entre l'île de... Le quaternaire et le 7e continent. Exactement. Et est-ce que vous avez fait exprès, ou est-ce qu'il n'y a pas une tendance là-dessous qu'il faudrait regarder et dont laquelle il faut se préoccuper? Est-ce que c'est faire, normal, que ces gens-là soient aussi riches? La réponse est, dans le monde globalisé dans lequel on vit, ce sont les règles du jeu qu'on subit ou qu'on a accepté de vivre. Donc on peut juger, mais aujourd'hui, ils ne font que marcher, comme je l'ai décrit sur mon petite carte, sur les données et le capitalisme. Et c'est pour ça que la valeur est aussi grande. La deuxième question, c'est effectivement, est-ce que ce rocher n'est pas un espèce de terminus, un espèce de lieu déconnecté du reste du monde? Et je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le monde des robots est complètement déconnecté de tous ces milliardaires. Pour moi, c'est un autre monde qui est en train d'apparaître. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de toutes ces technologies exponentielles. On aurait pu parler des nanotechnologies qui vont rentrer dans votre corps, de la biotech, de la 3D. Je vous ai juste parlé de 20% ou 10% des sujets. Hein. Donc effectivement, on a aujourd'hui un moment où ce rocher est en train de se remplir de milliardaires qui créent en fait des infrastructures. C'est en fait, si vous regardez même Facebook, l'État français aura pu créer Facebook. Ou pourrait l'utiliser, ce sont des infrastructures. En fait, c'est des gens qui ont créé des infrastructures et qui nous font payer un péage sans aucun contrôle des États. Donc il y a peut-être une partie de la valeur qui est prise en trop
par ces milliardaires. Justement, une des dimensions quand je disais qu'ils ne servent à rien, c'est que Snapchat, pour l'instant, ça fait être monétisé. Mais après, il y a une définition. La définition d'une drogue, c'est pas qu'elle serve, c'est qu'elle donne du plaisir. Parce que techniquement, prendre de l'opium, c'est pas forcément très valorisant. Donc voilà, donc mon point, c'est de dire qu'aujourd'hui, ces gens-là ont créé des drogues que vous utilisez, parce que les gens utilisent Snapchat, qui ont une utilité mondiale et qui sont perçues par le capitalisme comme ayant une valeur économique future. Potentiel. On voit bien que Facebook, tout le monde rigolait, introduction en bourse très faible, il monte et est en train de capturer le marché de la pub. Donc la conclusion est à attendre encore, je ne conclurai pas trop vite. Sachant qu'il y a des disruptions qui vont arriver, comme on a eu Google qui a enlevé Internet Explorer. Donc les gens vous disent qu'aujourd'hui Facebook ne sera plus là dans 20 ans. C'est ce que disent en tout cas les gens de Palo Alto. Parce qu'il y aura une autre disruption. Bonjour. J'ai une question à vous poser sur le financement des startups. Moi, je suis entrepreneur à Bordeaux dans les sciences de la vie. On a levé environ 10 millions d'euros de financement et on se trouve en face d'Américains qui lèvent effectivement beaucoup plus vite. Et comme ils lèvent beaucoup plus, ils peuvent faire des erreurs, commettre des erreurs et à la fin, c'est eux qui gagnent la guerre, pour reprendre aussi vos mots. Comment, d'après vous, on doit s'organiser? Est-ce qu'on doit s'organiser à l'échelle d'un pays, la France, à l'échelle d'un continent, l'Europe, pour à la fois mettre en place la culture du risque, qu'elle soit politique ou entrepreneuriale, lutter contre la notion d'échec par exemple, et à la fois mettre en place des systèmes qui permettent de catalyser, d'aller assez vite pour pas justement perdre la guerre. La notion de risque et la notion d'investissement, de taille d'investissement, elle n'a pas que dans l'Internet. On avait fait une étude il y a quelques années sur tout ce qui est investissement R&D. En R&D, on est 2 fois meilleur que les Américains en termes de pourcentage de succès de nos recherches. 2 fois meilleur. Sauf qu'ils mettent 4 fois plus d'argent. Donc à la fin, on finit 2 fois plus petit. Donc, le premier sujet, c'est la masse d'argent qu'on met face à l'intelligence statistique que vous allez avoir, vous, avec vos 10 millions. Vous êtes peut-être meilleur statistiquement, mais vous n'avez pas la surface. Donc pour répondre à ça, ça revient à Terra Numerata. Donc venez en parlons-en. Moi, je pousse pour regrouper justement tous ces problèmes et ensuite aller voir les pouvoirs publics, français, allemands, européens, parce que tout seul, ça va rester un débat d'idées dans cette salle. On va dire, ah, c'est très intéressant. Il faut pousser cette réflexion de manière organisée, structurée, et il faut augmenter la masse. Et ensuite, effectivement, la notion d'échec, comme vous l'avez dit, est un vrai sujet en Europe, parce que les gens ne pensent pas qu'on puisse rebondir, etc. Alors qu'en Asie et aux États-Unis, c'est plutôt positif d'avoir eu des échecs. Mais la première chose, je pense, c'est commencer à agréger de la masse, avoir aussi des entreprises qui appuient, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, ceux qui commencent à être disruptés, c'est les grandes entreprises. C'est des grands groupes, c'est Accor avec Booking.com, c'est des chaînes de taxi, c'est des groupes d'assurance. Donc en fait, ils sont, depuis l'affaire Uber, pour moi le turning point sur tout ce qui est apps, c'est Uber. Une boîte qui fait 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui perd de l'argent, non, pardon, 2 milliards de chiffre d'affaires, 40 milliards de valo et qui perd de l'argent, dans un business où tout le monde dans cette salle dirait mais j'aurais pu l'inventer, c'est ça qui fait peur aux entreprises. Parce qu'ils se disent qu'ils peuvent être ubérisés. Et je pense qu'il faut maintenant profiter de la prise de conscience pour regrouper, et moi je veux bien vous aider, c'est ce qu'on est en train de faire dans Terra Numerata. C'est pour ça que j'ai voulu le nommer, parce qu'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de forum. Vous allez avoir un forum de venture capital, mais souvent ils sont reliés avec des modèles américains. Là, on est en train, par exemple, de discuter avec un groupe de venture de 500 millions de dollars allemand, qui est entre l'Allemagne et Palo Alto, pour aussi regrouper avec la France. Parce que sinon, on est tous sous critique. Et chacun bricole, chacun se fait peur, et on n'arrive pas à avoir une force de frappe. Mais après, on ne peut pas demander au pouvoir public de mettre 500 millions sur la table, parce qu'ils vont vous dire, vous êtes gentils. Par contre, ils peuvent matcher. Si on regroupe des ventures, si on regroupe des corporates, là, on peut commencer à avoir une telle critique. Le problème, c'est notre capacité à travailler en équipe. Parce qu'on a beau dire qu'on est en équipe, mais on est souvent, chacun fait son petit truc dans son coin. Quel est le rôle de l'intelligence économique dans le mode de pensée empreinte légère? Pour moi, le mode de pensée empreinte légère est fondé, structuré et organisé autour des 3 volets de l'intelligence économique. Est-ce le cas?
Oui, oui, mais l'empreinte légère est tout à fait liée à tout ce qui est intelligence économique, puisqu'en fait, c'est tout ce qui est l'observation et les 3 volets. C'est aussi tout ce qui est autour de l'influence, parce que le sujet de l'influence. Mais pour moi, c'est plus une... Les Américains appellent ça une doctrine. C'est une sorte de philosophie, une façon d'approcher les choses. Et j'aime bien le mot empreinte légère, parce que dans un monde complexe, on n'a pas envie de se retrouver coincé avec un pied bien dans un truc. On a envie d'être mobile, agile, on a envie d'écouter, on a envie d'avoir de l'intelligence économique. Donc oui, c'est dedans, mais c'est pas un sujet que j'ai particulièrement creusé. Mais c'est un bon point. Sur un cycle à 300 ans par rapport au cycle chinois, on a bien en tout cas une prospective ou un process de développement de ce cycle sur 300 ans. Et je fais le parallèle au process américain qui mise plus sur des durées de 20 ans. Qu'est-ce qui permet de pérenniser le système chinois par rapport au système américain? Les Chinois, ils ont un cycle, ils ont leur plan à 5 ans, ils ont 5, 30 x 10 qui font 300. Hein. Donc en fait, ils ont des différents cycles. Le plan, il est à 5 ans, le plan chinois. Et il est construit comme ça. Donc, le plan américain à 20 ans, j'y crois qu'à moitié, quoi. Moi, je crois beaucoup au fait que l'Amérique a une chose que l'Europe n'a pas, c'est une force militaire. Et que si vous écoutez mon speech, aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est des futurologues, des auteurs de science-fiction pour nous projeter le monde d'après-demain, des militaires ou de la recherche appliquée pour nous définir les technologies de demain et qui permettront aux entreprises et à nous tous d'être compétitifs. Et si vous regardez le modèle américain, c'est un modèle industrielo-militaire qui nourrit la Silicon Valley, puisque quand Google rachète Boston Dynamics, qui sont des robots de combat, on est quand même dans la mixité. Les Américains dépensent beaucoup d'argent dans les concours sur les voitures. La voiture sans pilote, elle a été inventée par les militaires. C'était une demande de DARPA, qui a commencé il y a 10 ans, de faire rouler des voitures sur les villes sans pilote. Donc en fait, leur plan à 20 ans, c'est surtout d'avoir un appareil militaro-industriel qui recherche les trucs de demain, que nous, on a perdu pour des raisons ou idéologiques ou de budget, et qu'on doit retrouver si on veut rester compétitif. Je voulais vous poser une question sur un des charts qui m'a le plus marqué, qui est le point d'inflexion. Parce qu'en fait, on oublie souvent la partie avant le point d'inflexion, qui est qu'il y a eu des gens qui sont arrivés trop tôt, parce que ceux qui arrivent trop tard, on les voit, ceux qui sont trop tôt, c'est beaucoup plus rare. Et du coup, par rapport à cette période de latence entre le moment où on a eu l'idée, sachant que vous disiez qu'il y en a 19 qui l'ont eu en même temps, qu'il y en a un qui court derrière et qu'il faut être quand même celui qui passe le point d'inflexion en premier pour choper le marché. En gros, globalement, quelle est l'attitude la plus adéquate à avoir quand on est une start-up et qu'on n'a pas les moyens d'Orange ou de grosses sociétés françaises ou autres, par rapport au fait d'être patient, plus ou moins patient? Souvent, on dit que si on est trop patient, on va laisser passer le business. Si on ne l'est pas, si on veut accélérer, c'est quand même très cash consuming. Et du coup, on risque de griller à la fois ses fonds et puis de courir derrière quelque chose qui, de toute façon, n'est pas prêt. Un marché, ça doit être prêt à écouter quelque chose. Est-ce que vous avez des gros learnings, justement, sur cette période avant le point d'inflexion? Il y a 2 points. Le premier, le point d'inflexion, c'est quand le marché est prêt, quand vous et le marché êtes prêts. Donc, il y a un premier calcul, c'est de savoir est-ce que le marché est là, ou serait là? Est-ce que ma technologie est prête? Est-ce qu'elle est robuste pour passer de 100 à 1 milliard d'utilisateurs? C'est une vraie question. Et ensuite, à partir du moment où sur la technologie et sur le marché, vous êtes à un point d'inflexion, après, on revient à la question, il n'y a plus qu'à trouver le financement ad hoc. C'est pour ça que je pense que le vrai problème, c'est ça. Le vrai problème, c'est d'avoir les entrepreneurs sont souvent trop impatients et parfois sont peut-être en avance sur leur temps. Donc il faut accepter qu'une idée n'est pas prête, il faudra encore 3 ans, 5 ans. Ça peut être lié aux infrastructures, ça peut être lié aux usages. Et quand elle est prête, là, il faut y aller à fond parce que la course commence à partir du moment. Dès qu'il y a point d'inflexion, vous avez foisonnement. Que ce soit le solaire, que ce soit les robots, les drones. Regardez les drones, on ne parle que de ça. Il y a 1 an, on en parlait pratiquement pas. Ça a commencé à la prise de conscience, c'est quand au Mali, l'armée française n'avait pas de drones. Mais après, maintenant, ça survole, on a partout, on parle que de ça. Même s'il y en avait déjà dans les magasins un petit peu. Donc à un moment donné, c'est là où il ne faut pas rater le coup de fil.
Il ne faut pas rater le point. Juste pour être encore plus précis, c'est est-ce que ce point d'inflexion il est fixe ou alors est-ce qu'une entreprise peut influer sur la vitesse à laquelle elle arrive? Le point d'inflexion n'est pas fixe. Le point d'inflexion, c'est la combinaison de est-ce que la technologie est prête? C'est-à-dire en fait, est-ce que vous avez un truc qui est fiable? 2, est-ce que les utilisateurs sont prêts ou équipés pour le faire, mentalement ou en équipement, truc. Et troisièmement, c'est est-ce que vous êtes prêts et vous pouvez accélérer. C'est une fenêtre de tir. Parce qu'en fait, si vous regardez ça paraît hyper simple parce que c'est un seul point. La réalité, c'est que c'est une zone c'est une zone où on sent le frémissement parce que vous commencez à avoir des gens qui vous parlent, disent c'est une bonne idée, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée, vas-y, vas-y, vas-y. Et en même temps, vous voyez apparaître des gens qui commencent à le faire. Donc après, c'est toute une question d'exécution. Hein. Ce qu'on a appris avec les gens de Rocket Internet, c'est que vous pouvez être deuxième ou troisième et gagner. Souvent, le deuxième ou troisième peut gagner. Hein. La tablette n'a pas été inventée par Apple. Donc vous pouvez être deuxième et gagner. Après, c'est toute une question d'exécution et de moyens. Donc l'entreprise peut accélérer, vous pouvez accélérer. Mais si le truc n'est pas prêt, vous êtes dans le bas de la courbe, là, où en fait, les gens vont vous dire c'est sympa mon truc, mais ça n'accrochera pas. Une très bonne illustration, ce sont les objets connectés. On sent bien que là, on va être premier, on est dans les starting blocks, d'une certaine manière, ce ne sera pas forcément les premiers qui gagneront. Au sens wearable notamment, sur les objets connectés, on est sur ce point d'inflexion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, mais je pense qu'on est encore avant le point d'inflexion. Parce qu'on en parle beaucoup, mais vous discutez avec d'entreprises, personne n'a aucune idée de comment vraiment monétiser, etc. Personne ne les porte. Alors, juste une petite statistique, hein, parce que moi j'en porte un là. Et les petits bracelets, les machins, est-ce que vous savez combien de temps les gens les gardent? 15 jours. Tous ces objets connectés. Alors peut-être que l'Apple Watch va changer parce qu'en fait... oui, mais l'Apple Watch, pour les hommes, le seul objet de luxe qu'on peut porter, c'est notre montre. Hein. On n'a pas de collier, a priori, on n'a pas de couronne. Donc c'est un vrai débat. Hein. Donc je pense que les gens ont deux montres, une droite et une gauche. Ce sera un vrai sujet. Mais Nike Fuel, c'était un super succès. En Chine, tout le monde avait ça, tous mes salariés en avaient. Ils ont fermé. Donc je pense qu'il y a les objets connectés, il y a trois mondes. Il y a les objets connectés industriels, c'est-à-dire les RFID, vous savez où se trouve le tonneau, le machin, où ça en est, les bouteilles, vous pouvez les tracer. Et ça existe. Après, vous avez les objets connectés à la maison. Donc c'est sympa, on peut suivre la température de son truc, mais objectivement, réfléchissez à l'usage, je reviens à votre point, réel de la donnée, hein, pour vous, hein, pas pour EDF, hein, pour vous, ou pour Google. Et puis le troisième élément, c'est les objets connectés dans l'entreprise. Et effectivement, aujourd'hui, moi je pense qu'on est encore un peu plus loin, c'est comme la 3D. Hein. Ces sujets-là sont encore, ils sont sexy, mais ils ne sont pas au niveau des drones. Hein. Pardon, oui, je vous ai... Vous avez évoqué tout à l'heure, c'est votre intervention qui me donne envie de réagir. Nous retrouvons le problème de base, la capitalisation en Europe, particulièrement en France. Nous avons un décalage de problèmes d'obtention de capitaux face à un savoir-faire important, en particulier en France, vous l'avez soulevé aussi tout à l'heure. Ma question est la suivante. Comment voyez-vous le rôle et le jeu des institutions financières européennes et aussi de la Commission européenne en réponse à nos PME et start-up françaises et européennes d'une façon générale? Merci. C'est une excellente question. Avant de penser que la Commission européenne va sauver l'Europe et la France, moi je pense qu'il faut d'abord s'atteler au sujet aujourd'hui, l'argent est peu cher et abondante. Donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que l'argent qui est peu cher et abondante n'arrive pas à être canalisé dans les bons endroits, avant de demander à la Commission européenne de le faire. Moi je pense que c'est lié à 2-3 éléments. Le premier, c'est la fragmentation. Tout le monde fait en son coin, il n'y a rien qui fédère. Deuxième élément, les groupes, les corporates ou, j'allais dire, les mécènes. Il y a beaucoup trop de gens qui veulent aller dans le rocher des milliardaires tout seuls. D'accord? Donc c'est ce qui se passe. Et dernier élément, c'est tout ce qui est l'accompagnement des entreprises, fiscalité, etc., qui fait que le marché français, pour information, le marché français, je crois que c'est la moitié du marché anglais, en termes de taille, quand vous testez une app. Donc déjà, on a un premier problème, parce qu'il sort de langue. Par contre, c'est un marché qui est extrêmement, prédictif, puisque les Français sont les plus en avance dans le numérique. Donc le français réagit beaucoup plus vite en termes de marché. Donc en fait, il faut trouver le bon équilibre
Et pour moi, c'est de regrouper les forces. C'est pas d'attendre que la Commission européenne... c'est pour ça que j'ai créé Terra Numerata. Hein. C'est mettre un label et forcer les gens à commencer à s'organiser. Sinon, l'argent est abondant. Les gens ont envie de financer ce type de boîte. Ils ne savent pas comment faire. La réalité, c'est que nos hommes politiques blablatent et discutent de la grande Europe numérique, de la Silicon Valley, de l'Europe, mais qu'ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord entre Paris et Berlin. Qu'ensuite, les entrepreneurs qui ont fait fortune refragmentent pour rester dans leur rocher des milliardaires et donc refont du seeding de manière statistique. Et ensuite, que les corporates ne savent pas comment... j'ai vu beaucoup de corporates dans les 2 derniers mois sur ce sujet-là. Ils ne savent pas. La PME, le grand groupe, il ne sait pas comment attaquer le sujet. Il voit que quelque chose arrive, mais il n'a pas. Il a un département informatique qui est incapable, d'accord? Et qui ne veut pas. Il a des patrons de business unit qui voient ça comme un disruptif de leur business. Par contre, il ne sait pas comment faire, objectivement. Vous avez une idée dans cette salle demain matin, comment vous avancez pour la faire financer et avancer? C'est quasiment... c'est parcours de combattant. Hein. Alors qu'à Silicon Valley, vous déposez vos enfants à l'école, il se trouve que le gars qui finance les startups, il dépose aussi, donc vous discutez vite pour un café. Et donc on ne peut pas recréer... Ma conviction, c'est que le pétrole, il est naturel, ou le digital native, et donc nous, on doit nous créer notre univers synthétique. Donc ce n'est pas en appelant à l'aide le Saint-Esprit de la Commission européenne qui fera rien. C'est en s'organisant... Non mais, c'est ma conviction, hein. C'est en s'organisant, en regroupant les forces et en disant c'est comme ça qu'il faut faire. Et comme ça, il faut une approche synthétique. Il faut forcer la mise en place d'un système pour produire ça de manière synthétique. On n'aura jamais un écosystème naturel. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La classe d'actifs la pire pour investir en Europe, c'est le venture, depuis 20 ans. Parce qu'on a eu des financements où on donnait des avantages fiscaux à des gens pour rentrer dans des véhicules gérés par des non-professionnels qui perdaient de l'argent. Donc on n'est pas en Arabie Saoudite. Voilà. Donc il faut qu'on crée du pétrole synthétique. Donc il nous faut quoi? Des raffineries, du feedstock et s'organiser. Moi je suis convaincu que c'est en s'organisant. Il n'y a pas de... Là, sur ce point-là, je suis très 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 ferme. On ne pourra jamais appliquer les méthodes des autres pays pour fonctionner. Hein. Il faut qu'on crée notre univers synthétique, et là, c'est où les politiques doivent créer au-delà des écosystèmes. Le problème, c'est que tout le monde parle d'écosystème digital. Moi, je me bats contre les écosystèmes digitales, parce que ce n'est pas des écosystèmes. C'est des forêts domaniales, c'est des parcs animaliers, mais ce n'est pas des écosystèmes que les gens créent. Donc, il y a plein de gens qui vous parlent, j'ai un écosystème. Non. Un vrai écosystème, c'est de recréer de manière synthétique un écosystème avec la savane et les éléments d'un écosystème. En tout cas, c'est ma conviction après, ayant vu les États-Unis, la Chine et discuter avec, en France et en Allemagne, c'est comme ça qu'on doit avancer. Hein. On doit avancer de manière en marche forcée. Mais c'est à vous, dans cette salle, de pousser aussi. C'est pas... Il y a un quatrième point de blocage pour moi. Par contre, on peut peut-être agir collectivement au niveau de... C'est le mindset. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose dans le mindset des entrepreneurs, des capitaux risqueurs, qui, vous parlez du temps long, quand vous rencontrez beaucoup de capitaux risqueurs, la première question est le moment où ça devient cash positif et non pas quelle est la disruption. Donc ça veut dire que tout ça, ça part de l'école, ça part de l'éducation, on revient à l'aversion au risque. Et il y a par contre, quand moi je rencontre mes interlocuteurs, les gars avec qui on se tire la bourre aux États-Unis, ils sont élevés dans, non pas un écosystème, mais un bouillon de culture qui est quand même un petit peu différent. Et là, par contre, on est peut-être quelque chose d'un peu plus lourd en termes de terre à secouer. Tout à fait d'accord. C'est le volet culturel qui est partie du problème de l'écosystème. Parce que j'ai entendu récemment des économistes qui s'inquiétaient du fait que les entreprises qui sont occupées et mises en place dans votre monde sont des entreprises qui... Pas dans mon monde, hein, dans le 7e continent. Vous avez écrit de moi. Sont des entreprises dont la valeur comptable est très éloignée de leur cotation boursière, et ces économistes-là craignent une bulle de type bulle Internet, et du coup ma question c'est, craignez-vous pas que l'explosion de cette bulle puisse remettre en question tout le monde que vous avez décrit? Pas du tout. La bulle va éclater, c'est sûr. La seule chose, c'est que la bulle Internet a éclaté en 2001, et regardez ce qui reste derrière, c'est les vrais winners. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que, comme dans toute transformation, il y a une bulle.
Dans la bulle, il y a du vrai et du faux, il y a du fondamental. Le faux va exploser et dans 5-10 ans après, on va se retrouver avec tous les winners qui étaient ceux qui avaient des vrais fondamentaux. Donc la bulle va éclater, c'est sûr, préparez-vous. Par contre, dans la liste des acteurs, il y a des vrais winners. Et comme nous, et je vous rappelle juste, c'est pour ceux qui ont fait un peu des mathématiques, c'est que... Hop, j'arrive à ma slide. Voilà. 0 fois 0 égale 0. Donc même s'ils divisent tout par 2, on aura toujours le même pourcentage. Hein. Donc juste, voilà, CQFD. C'est un problème de mathématiques. Donc c'était des bulles, mais on a 0 de la bulle. Donc voilà. Just let's move. Non mais c'est ça notre sujet. Et il y a une bulle, c'est sûr. Dernière question. Oui, bonjour, je m'appelle Stéphane Armand, je suis en R&D. Oui. Et ma question est plus philosophique. Je pose la question de savoir quelle sera la place de l'homme dans le monde de demain par rapport à tous ces robots et ainsi de suite. Parce que bientôt nous serons 9 milliards sur Terre, alors s'il y a 7 milliards qui font rien, 2 milliards qui travaillent, je ne crois pas que ça pourra fonctionner comme ça. Ah, ça peut fonctionner comme ça, c'est clair. Alors, il faudra créer une société de loisirs. Moi, je oui, mais il y a 35 ans, tu me disais, bon, mais on aurait envie dans une société de loisirs. Elle est là. Mais bon, tout le monde ne sera pas forcément content d'être dans le loisir. Ah, vous ne savez pas encore. Non, plus sérieusement, tous les éléments qu'on a en main nous montrent que le monde va se robotiser, qu'il y aura de plus en plus de chômeurs au sens classique de la définition de chômeur, parce qu'un professeur de Zumba n'est pas vraiment un chômeur, même, ou un coach n'est pas un chômeur, c'est quelque chose qui est quelqu'un qui fait de nouvelles activités, que ça c'est inéluctable, que la machine va améliorer son intelligence au sens deep learning analyse, et que la vraie question de société, c'est comment on finance tout ça. C'est ça la vraie question. Et comment on nourrit, mais ça c'est un autre sujet connexe, comment on nourrit ces populations. Mais si vous regardez toutes les tendances que je vous ai racontées, c'est vers ça qu'on va. Hein. Donc après, d'où la nécessité d'avoir le rocher des sages. Et aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas assez de penseurs qui essaient de décrire le monde de demain et comment on doit réfléchir pour faire évoluer la société, pour répondre à ça, tout en bénéficiant en tant que pays, c'était une concurrence entre les pays, de tout ce qui se passe pour en tirer le meilleur. Puisqu'en fait, la concurrence a changé. Elle n'est plus uniquement financière, elle est aussi technologique et humaine. Donc est-ce que nous, on sera la terre du quaternaire où les gens viendront passer leurs vacances, vivre en payant un droit annuel? Pourquoi pas? Mais il faut juste qu'on s'organise. Parce que si tout le monde peut venir, je vais vous donner une petite anecdote qui m'a fait à moitié sourire. J'étais avec un entrepreneur chinois qui a passé 6 mois ou 9 mois en Provence et qui adorait Life in Provence. Et il m'a dit, il s'est blessé, d'accord? Il était à l'hôpital. Et puis il a sorti sa carte Amex Gold, toutes ses cartes Gold pour payer. Il a dit non monsieur, c'est CMU ou je sais pas quoi, je ne connais pas très bien, c'est gratuit. Il a dit c'est gratuit, vous êtes sûr? Ah oui. Alors il a dit merci, il a remercié 10 fois. Et puis il sort de l'hôpital, et puis il y a une infirmière qui arrive. Oh, monsieur, vous en avez oublié quelque chose? Alors il dit oui, c'est sûr, il faut que je paye. Non, il y a un questionnaire qualité pour savoir si vous êtes content du service. Il m'a dit mais vous êtes vraiment graves vous les Français. Hein. Non mais. Donc juste je vous donne ça parce qu'à un moment donné, on n'est pas organisé. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait pu payer 5 000 €. Il s'en foutait. Il était content, le service avait été super, il était hyper content. Il n'a juste pas compris. Il était content, il a économisé 5 000, il était chez Hermès acheter un truc pour sa femme, mais il était très content. On va mettre des commerciaux dans les hôpitaux. Non mais je pousse le truc parce qu'en fait, vous avez peut-être raison, mais on a deux choses. On doit, avoir des gens qui réfléchissent, peut-être vous et d'autres, au monde de demain, comment on voudrait qu'il soit et puis comment il va être. Et puis on a des gens qui doivent réfléchir à comment on emmène tout le monde, comment on explique à tout le monde ce qui est en train de se passer. On ne va pas se voiler la face. Moi je pense que parler de réindustrialisation de la France, oui, mais avec des French bots, des robots français dans les usines qui sont en proximité de Bordeaux, qui produisent des trucs on demand, des drones, mais pas des usines avec des... Et par contre, trouver des emplois, des activités, peut-être tout ce qui est loisirs, tout ce qui est médical, tout ce qui est la technopole des opérateurs. Il y a quand même beaucoup de trucs, hein. Même des philosophes. Hein. On nous envie nos philosophes des Lumières. Où sont-ils, les nôtres? Je les cherche encore. Vous demandez aux Chinois, et Voltaire, pour eux, c'est Leibniz, Voltaire, Adam Smith.
C'est juste un moment merveilleux de l'histoire de l'humanité. Hein. Donc ça, ils en ont besoin, parce qu'eux aussi, quelqu'un parlait du cycle long, ils ont besoin de points d'ancrage. Quand vous avez fait le modèle américain pendant 30 ans, qui est Getting Rich is Glorious, vous imaginez les gens que vous avez à gérer derrière. Hein. Moi, j'en ai licencié un certain nombre. C'est infernal. Avoir un Américain chinois, c'est quand même ce qu'il y a de pire. Voilà, merci. Je pense qu'au nom de tout le monde, on va pouvoir te remercier chaleureusement. Merci d'avoir fait l'amitié d'être là, gracieusement, de prendre de ton temps entre plusieurs pays ou plusieurs continents, comme vous l'avez compris. Que tu sois venu à Bordeaux, je pense que pour nous tous ici présents, c'est inspirant. Ce sont des échanges de qualité. Vraiment, merci infiniment à toi, Charles-Édouard, d'avoir pris ce temps ce matin pour nous faire réfléchir. Tu es un peu dans la provocation, et notamment sur l'emploi. Ça fait partie de ma délégation, c'est un de nos sujets majeurs, et les politiques français aujourd'hui sont tous en train de travailler sur le chômage. Et là, tu nous as ouvert une réflexion quand même totalement à contre-emploi pour le coup, qui va nous laisser assez rêveurs, mais clairement, on a... Et on le sent bien, on a encore devant nous beaucoup de, comme tu l'as dit, le rapport au temps notamment est en telle transformation. On sent bien qu'on a tous à modifier nos comportements, nos façons de penser et à fortiori la puissance publique. Et c'est bien, et c'est aussi pour ça qu'on va vous quitter maintenant, c'est que Charles-Édouard va maintenant rejoindre la mairie de Bordeaux, rencontrer Alain Juppé, et je crois que c'est très important qu'on puisse avoir au niveau politique, à la fois au local et au national, des personnes qui soient à l'écoute de pensées comme celle que tu véhicules aujourd'hui, et merci encore à toi. Voilà. Merci.